l'ion lithium qui se promène dans un sens dans l'autre, et à l'électrode positive en face, il était inséré, qui était MOS2 ou TiS2, donc le lithium hop, venait se mettre entre les plans, et ça donnait ça. Ça a été développé dans les années 80 par Molly Energy. Ils atteignaient 100 Wh par kilo, qui était formidable, puisque c'était 3 fois mieux que le plomb. Le problème, c'est que quand le lithium repart dans l'autre sens pour revenir sous forme métallique, il ne fait pas un dépôt bien lisse, il va faire des dendrites, plus ou moins de ce type-là, ou plus souvent des mousses un peu de ce type-là. Et une fois que la mousse, la dendrite, vient toucher l'électrode d'en face, ça fait un court-circuit, donc fort dégagement d'énergie, et il y a eu des explosions et des incendies de téléphones portables, à l'époque, déjà. C'est pas récent. Et à cause de ça, la filière était arrêtée en 89. Et il a fallu trouver des solutions pour contourner ce problème des dendrites. Alors des solutions, il y en a deux. Et aujourd'hui, le lithium-ion, c'en est une. L'autre, c'est celle-ci. C'est la plus évidente, c'est de se dire que j'ai mon lithium métal, j'ai l'électrode positive en face, et je ne veux pas que ça aille se toucher, donc je vais mettre quelque chose de solide entre les deux qui va empêcher la dendrite de pousser. Donc ça, c'est la solution qui est choisie par Bolloré dans les Blue Cars. Et donc le solide qu'ils ont mis entre les deux, alors c'est difficile de trouver un solide qui va bien parce qu'il doit quand même laisser passer les ions lithium. Donc c'est un polymère qui est du POE. Ce polymère a deux limitations essentiellement. La première, c'est qu'il n'est suffisamment conducteur des ions lithium qu'à partir de 60-80 degrés, on va dire. Et la deuxième, c'est qu'il supporte une tension limitée, donc on ne peut pas mettre ce qu'on veut comme matériau à l'électrode positive, et donc on est limité en densité d'énergie. Donc c'est pour ça que les batteries de Bolloré ne font que 100 Wh par kilo à l'échelle du pack, alors que les autres sont plutôt supérieures. Et c'est pour ça aussi qu'elles doivent rester tout le temps branchées pour garder la batterie à 80 degrés, ce qui correspond à une dépense d'énergie d'à peu près 1% par heure de la capacité de la batterie. Et il y a des travaux qui sont en cours depuis longtemps, mais qui prennent de plus en plus de place dans le discours et dans les médias, qui sont les travaux sur le tout solide. Alors, tout solide, ça veut dire justement ça, c'est-à-dire qu'on met un électrolyte solide entre les deux, entre la négative et la positive, avec toute une zoologie d'électrolytes différents, inorganiques, organiques, hybrides, alors des céramiques, des verres, il y a tout ce qu'on veut. L'objectif, c'est, enfin un des objectifs, on va dire, c'est de pouvoir revenir au lithium métal. Un autre étant, alors selon les matériaux, on peut espérer d'aller vers plus de tension, plus de densité d'énergie, etc. Selon les matériaux, aujourd'hui, il n'y a pas de preuve qu'il y ait un matériau qui permette d'avoir toutes les promesses à la fois. C'était une façon d'éviter le problème des dendrites. L'autre façon, c'est de ne plus avoir de lithium métal. Et c'est ça qu'on fait dans les batteries qu'on appelle lithium-ion. Elles s'appellent lithium-ion parce que ce n'est pas lithium-métal. Le lithium n'est jamais métallique. Et donc on a remplacé l'électrode de lithium-métal par une électrode de graphite dans laquelle le lithium va s'insérer, mais avec une énergie de liaison bien moins importante que dans la positive. Ce qui fait qu'on a la tension entre les deux. Et c'est cette technologie qui a été commercialisée pour la première fois par Sony en 1991 et qui depuis n'a fait que s'améliorer. Dans les matériaux d'électrode positive, je ne touche à rien, on a aussi un grand nombre de matériaux disponibles qui sont beaucoup des cristaux qu'on peut classer selon leur structure tridimensionnelle avec des chemins pour le lithium qui sont différents les uns des autres. Les oxydes métalliques lamellaires, dont le premier avatar c'était le LCO avec du cobalt uniquement. Les derniers avatars c'est NMC avec nickel, manganèse, cobalt ou NCA avec nickel, cobalt, aluminium.
Ensuite, si on regarde la cellule, donc là on a parlé des matériaux, si on regarde la cellule, de quoi est-elle composée? Finalement, les matériaux actifs, alors j'ai un graphique en masse et un graphique en volume, les matériaux actifs ne représentent à peu près que la moitié de la cellule. Ils sont bleus et rouges, pour négative et positive. Et tout le reste, c'est de l'inactif, c'est-à-dire c'est l'électrolyte, les collecteurs, les séparateurs, etc. Et malgré tout, ça c'est déjà très très optimisé, c'est-à-dire c'est des cellules dans lesquelles les industriels ont énormément travaillé pour réduire les matériaux inactifs, ils n'arrivent plus tellement à aller au-delà. Et même comme ça, on n'est qu'à peu près la moitié de matériaux actifs. Parce que finalement tout ça c'est des couches très fines les unes sur les autres, enroulées, et on se retrouve avec beaucoup de collecteurs, séparateurs, et puis le boîtier aussi, qu'il ne faut pas négliger. Et alors donc ma cellule, au mieux j'arrive autour de 250, 60, 70 Wh par kilo, mais c'est pas encore tout le pack. Il se trouve que ma cellule dans le pack, si elle fait ça, en masse, il reste le reste au-dessus, qui correspond à de l'électronique un petit peu, mais bon c'est pas très lourd. Thermique, c'est toute la gestion de la température de la batterie avec un refroidissement qui peut être actif, passif, à air, à eau, à huile, ce qu'on veut, avec des pompes à chaleur ou autres, mais il faut gérer parce qu'on a vu que c'est pas bon pour la durée de vie, c'est pas bon pour la sécurité d'être trop chaud, c'est pas bon pour la puissance d'être trop froid non plus, donc il y a toute une gestion thermique à faire. La mécanique, forcément, les cellules, il faut les tenir ensemble. Et tout ça rajouté fait que les cellules ne représentent qu'une moitié à 2/3 de la masse du pack, on va dire. Et en coût, c'est pareil. Donc là, c'est des évaluations d'Avicenne qui dataient à peu près de 2015. Donc l'existant, c'était ça. 2020, c'est prospectif. Ce qu'il y a ici, c'est la partie cellule. Et ce qu'il y a ici, c'est la partie pack en coût. Et donc pareil, on voit que les cellules, c'est à peu près les 2/3 du coût du pack. Le dernier tiers étant en décroissance plus rapide. C'est-à-dire que toute la partie mécanique, gestion thermique, électronique, etc., il y a plus de progrès dessus, il y a des progrès plus rapides que sur la partie cellule. Alors, donc, on parle du surcoût, de la surmasse, du survolume qui sont dus à tout ce qui est dans le pack autour de la cellule. Il y a une des raisons essentielles, c'est la sécurité. Alors là c'est un exemple, en fonction de la chimie, donc en fonction de quelle électrode positive j'utilise, j'ai en abscisse la densité d'énergie de mon matériau, en fait pas de ma cellule, de mon matériau, et en ordonnée, c'est une température de stabilité thermique qui est un des nombreux paramètres à regarder pour la sécurité. Donc plus je suis en bas, moins je suis sûr parce que je vais avoir mon emballement qui va arriver plus tôt. Et plus je suis à droite, plus je suis dense en énergie. Donc je vois qu'en fait, quand je veux de la densité d'énergie, je perds de la sécurité. Et si on regarde plusieurs packs automobiles, il y en a certains qui sont faits avec des cellules plutôt sûres, et la densité d'énergie cellule est mauvaise, mais d'un autre côté, ils ont moins besoin de rajouter des tas de choses dans le pack pour gérer la sécurité. Et d'autres qui sont faites avec des cellules plutôt très énergétiques, mais moins sûres, et ils sont obligés de rajouter plus de choses autour. Donc ça, c'est plutôt Tesla. Cellule là ou là, la densité d'énergie dans le pack, elle se ressemble. Alors donc, je vais peut-être passer plus vite. Ça, c'est des exemples de gestion thermique avec le passage de liquide caloporteur entre les cellules. Quelques images quand même pour montrer que la mécanique a son importance aussi. Il y a un gros bouclier en dessous de la batterie de la Tesla. La batterie, elle fait le fond de la voiture. Il y a un gros bouclier pour les cas comme ça, où il y aura un caillou qui se coince. Et puis, il y a tout un système d'évacuation des gaz pour si une cellule ou certaines cellules partent en emballement, qu'il n'y ait pas tout le pack qui soit... qui partent aussi par propagation de proche en proche. Et puis donc on a toute la gestion électronique. Alors là, il y a quand même quelque chose que je voudrais rajouter sur l'électronique, c'est que l'électronique va gérer les courants maximum
et les tensions maximum. Mais justement, il y a un choix à faire, encore un compromis, entre charger les cellules le plus possible ou alors augmenter la sécurité, augmenter la durée de vie. Et typiquement, si une cellule pourrait avoir cette quantité d'énergie-là au maximum, eh bien dans le pack, ils n'en utilisent qu'une fraction, alors une grosse fraction, mais une fraction quand même, pour augmenter la sécurité, augmenter la durée de vie. Et là, c'était un exemple où la totalité des batteries du pack pourrait faire 29 kWh, mais le pack est vendu et géré pour en faire seulement 23. Donc ça, c'est le résumé. Les cellules occupent en gros un tiers à la moitié du volume et la moitié à 3/4 de la masse. Et c'est à peu près pareil que la masse en termes de coût. Donc le gain prévisible des cellules est faible. Par contre, rien n'empêche de penser qu'on puisse gagner de façon assez forte, assez marquée, sur la sécurité, sur la durée de vie, sur la puissance, parce que c'est des paramètres qui dépendent plus de réactions parasites, de ce qui se passe aux interfaces, de choses qui ne vont pas prendre une place phénoménale. Alors ensuite, je vais arriver sur les impacts environnementaux. Aujourd'hui, les batteries, c'est essentiellement du plomb. On voit le plomb, c'est en bleu. Et puis les batteries qui ne sont pas du plomb, c'est en rouge, là, c'est du lithium-ion. Combien faudrait-il en faire? On va avoir besoin de combien de batteries? Alors pour avoir juste un ordre de grandeur, si j'ai 1 milliard de véhicules électriques avec une batterie typique de ce qui va sortir dans les prochaines années, ou si je veux stocker l'équivalent de 20 heures de la consommation électrique mondiale, dans un cas ou dans l'autre, ça me fait 50 TWh de batterie. Donc c'est un ordre de grandeur qu'on va prendre pour fixer les idées. 50 TWh de batterie, c'est l'équivalent de 600 ans de la production actuelle de batteries lithium-ion, ou 140 ans de la production actuelle. Et bon, comme nos batteries, elles ont un renouvellement à faire, supposons qu'on veuille avoir des usines pour les fabriquer en 10 ans, nos 50 TWh, et bien il faudrait 140 gigafactories, comme celle que Tesla construit au Nevada. Gigafactories, c'est beaucoup. Alors, on peut regarder ce que ça a comme implication en termes de matériaux. Alors en termes de matériaux, je vais regarder les réserves qu'on a de matériaux. Les réserves, c'est ce qui est identifié, connu, disponible et utilisable au prix actuel. Et puis il y a les ressources, c'est ce qu'il y a au-delà. Et donc j'ai fait des petits calculs en fonction de la chimie et en fonction du matériau. Combien on pouvait faire de térawattheures de batterie avec les réserves et les ressources disponibles. Donc là, les réserves, elles sont en foncé, et puis au-dessus en clair, c'est les ressources. Donc par exemple, si je prends le NMC graphite, là, qui est la chimie, on va dire, dominante, eh bien le cobalt, les réserves identifiées de cobalt ne me permettent pas d'atteindre les 50 TWh. Les ressources, oui. Alors ça, c'est avec les données de US Geological Survey. Il y a d'autres données, a priori plus récentes et plutôt plus optimistes. Mais c'est-à-dire qu'en ordre de grandeur, ces 50 TWh, ça correspond à peu près à ce qu'on a comme réserve de cobalt. Alors j'ai d'autres chimies qui utilisent moins de cobalt, où je peux aller un peu plus loin. J'ai des chimies qui n'utilisent pas du tout de cobalt, mais après je suis limité par le lithium. J'ai des chimies, enfin j'en ai qui utilisent du nickel. Le nickel, il est un peu plus loin. On est en échelle log quand même, donc à chaque fois on gagne pas mal. Mais ça veut dire que la problématique matériaux, elle est loin d'être négligeable, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc on pourra sans doute avoir nos 50 TWh, donc électrifier le parc mondial. On ne pourra pas l'électrifier 10 fois, 20 fois, 100 fois, quoi. Voilà. Ensuite, les batteries utilisent, quand on les fabrique, de la matière, mais elles utilisent aussi de l'énergie. Et donc là, j'ai fait une recherche biblio sur tout un tas de chimies différentes. Le lithium-ion en est une, mais il y a le plomb, sodium, soufre, tout un tas de chimies. Combien d'énergie est utilisée à la fabrication? Alors ici, si on regarde le lithium-ion, on est autour de 1500
Alors c'est des gigajoules d'énergie primaire pour faire 1 MWh de batterie. C'est pas très commode à interpréter, mais si on convertit ça en mégawattheure par mégawattheure, et bien en gros c'est l'énergie que la batterie pourrait stocker pendant, enfin c'est 400 fois l'énergie qu'elle stocke. Donc ça veut dire que c'est celle qu'elle pourrait déstocker en 400 cycles. Ça veut dire que pour être écologiquement pertinente, il faudrait qu'elle fasse nettement plus que 400 cycles. Si on recycle les batteries, ça baisse, mais ça baisse peut-être d'un tiers. Ça ne divise pas par un grand nombre. Ces chiffres-là, ils sont aussi en amélioration, comme les coûts, comme tout le reste. C'est aussi en baisse, mais l'ordre de grandeur est quand même intéressant à voir. Ça veut dire que avoir une batterie qui cycle peu, c'est pas écologiquement pertinent. De la même façon, si on regarde en CO2 plutôt qu'en énergie, en fait c'est assez corrélé, hein. Notre batterie lithium-ion, elle utilise quelque part entre 100 et 150 tonnes de CO2 pour fabriquer 1 MWh de batterie. Alors après, on peut ramener ça à la vie de la batterie. Et donc, je reviens en énergie. Si ma batterie fait beaucoup de cycles, parce que j'utilise en stationnaire une fois par jour, eh ben, je vais avoir un retour sur investissement énergétique qui va être bon. C'est-à-dire que ma batterie va charger, décharger beaucoup d'énergie par rapport à ce que j'aurais fait pour la fabriquer. Si je suis en véhicule électrique, mon retour sur investissement énergétique est mauvais. Donc j'ai intérêt à chercher des applications pour les batteries où ça cycle beaucoup. Et en CO2, en CO2 c'est pareil. Si mes tonnes de CO2 de fabrication, je les divise par du coup l'énergie totale qui est passée par la batterie au cours de sa vie, évidemment, quand elle aura beaucoup cyclé, ce sera bon. J'aurai peu de CO2 par kilowattheure. Et notamment, je serai même en dessous du contenu français de l'électricité. Ça veut dire que mon électricité, elle passe par les batteries, elle ressort. Son impact CO2 n'a pas été beaucoup dégradé. Par contre,